Salut mes audacieux, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo sur le haut potentiel et nous allons parler des enfants. Et oui, priorité aux enfants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Violaine Decponto alias Madame Violaine. Comment aider mon enfant zèbre, surdoué, HPI, HPE à être heureux et épanoui? Ce sera tout de suite après le jingle. C'est parti. Comme je vous le disais, nous allons parler de l'enfant surefficient, de l'enfant haut potentiel, HPI, HPE, zèbre. Il est important de savoir si l'on a un enfant surdoué à ses côtés parce que le savoir permet de mieux accompagner l'enfant, de mieux lui donner les outils nécessaires à la fois à son parcours scolaire, mais surtout à son épanouissement. Alors, avant d'aller plus loin, on va d'abord parler de quelques caractéristiques de l'enfant surdoué, de l'enfant zèbre. Déjà, comment reconnaître un enfant surdoué? Comment savoir si mon enfant est un zèbre, un surefficient et comment l'accompagner? Il y a 7 caractéristiques que j'ai relevées à la fois chez mes deux enfants qui sont des zèbres, moi-même quand j'étais enfant, et chez les enfants que j'ai pu accompagner tout au long de ma carrière. Donc, ce ne sont pas ici des statistiques que je vais vous donner, mais simplement voilà, des constats que j'ai pu faire et des choses que j'ai vu revenir également dans les caractéristiques énumérées par des spécialistes et experts en la matière. La première caractéristique que l'on relève chez l'enfant surdoué, c'est d'abord l'hypersensibilité. On parle même d'hyperesthésie, c'est-à-dire une sensibilité accrue au niveau de tous les sens en vérité. Mais chez l'enfant surdoué, il va y avoir un ou plusieurs sens qui vont être particulièrement développés et plus développés que la normale. Chez mon fils, par exemple, il s'agit d'une hyperesthésie kinesthésique, c'est-à-dire qu'il va être vraiment chatouilleux sur l'ensemble de son corps. Mon fils, voilà, quand vous le peignez, par exemple, il est chatouilleux de sa tête. Vous lui effleurez le cou, il va se tordre de rire. Vous lui effleurez n'importe quelle partie du corps, eh bien, il va être tordu de rire, il va être plié de rire. On va avoir une hyperesthésie visuelle, c'est le cas de ma fille, qui elle va apercevoir des choses ou capter des détails que les personnes autour d'elle ne voient pas forcément, que moi-même je ne vois pas, et qui va les mémoriser sur du long terme. On parle d'hyperesthésie olfactive, c'est mon cas. Eh bien, je vais facilement sentir des odeurs, des parfums. Et voilà, parfois, ça peut être des odeurs liées à mon enfance qui vont m'emmener tout d'un coup très loin dans l'imaginaire, dans les souvenirs, etc. On va parler également d'hyperesthésie gustative qu'on retrouve la plupart du temps chez les chefs cuisiniers. En ce qui concerne l'hyperesthésie auditive, eh bien, ça peut être aussi une hypersensibilité aux bruits, les bruits qui vont déranger, les bruits qui vont générer du stress ou de la colère. C'est mon cas, par exemple, quand il y a vraiment trop de bruit, je vais avoir des palpitations, des maux de tête, hyperesthésie qui ne va pas se limiter aux 5 sens parce que cette hyperesthésie, elle va être également émotionnelle. L'enfant au potentiel, eh bien, c'est une éponge à émotions. Il va être mal en point quand les personnes autour de lui ne vont pas bien ou au contraire partager facilement la joie des personnes qui l'entourent quand tout le monde va bien. Donc ça, c'est la première caractéristique de l'enfant au potentiel, cette hypersensibilité qui va toucher vraiment tous les sens, mais aussi les émotions. Deuxième caractéristique, il faut savoir que l'enfant au potentiel est un enfant qui va fonctionner dans la plupart des cas, on va dire dans 95% des cas, avec l'hémisphère droit de son cerveau. Il faut savoir que les individus qu'on appelle normopensants, donc un individu normal en fait, va fonctionner avec l'hémisphère gauche de son cerveau. L'hémisphère gauche du cerveau, vous savez, c'est cette partie qui va être régie par la rationalité, la raison, les normes, la logique, etc. Alors qu'à l'inverse, l'hémisphère droit du cerveau, lui, il va fonctionner plutôt avec l'intuition, les émotions, les sens, etc., etc. Donc tout cela est également lié à cette hyperesthésie que l'on retrouve chez les hauts potentiels.
Donc ça, c'est pour la deuxième caractéristique de l'enfant au potentiel. Cela va également avoir une incidence sur sa façon de vivre les événements. Ça veut dire qu'un enfant au potentiel, eh bien, si tous les voyants sont verts dans sa vie affective, si voilà, la famille va bien, si tout le monde va bien, si tout se passe bien à la maison ou avec ses camarades de classe, avec ses enseignants, eh bien, il va exceller dans tous les domaines de sa vie. Donc, il va être efficace, il va être productif, apprendre facilement ses leçons, enfin, réussir tout simplement parce que, voilà, tous les voyants sont verts émotionnellement parlant. Alors qu'à l'inverse, si voilà, il y a un divorce par exemple dans la famille, ou bien un deuil d'un parent proche, ou bien s'il a un professeur qu'il n'apprécie pas, ou bien un professeur qui a tendance à le rabaisser systématiquement, ou des camarades qui le mettent mal à son aise, eh bien voilà, il va avoir tendance à chuter complètement, à entrer dans une phase de dépression en vérité qui va simplement l'empêcher de donner le meilleur de lui-même en termes d'efficacité. Donc voilà pour la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, c'est que l'enfant au potentiel va être très curieux. C'est un enfant qui va poser beaucoup de questions. Il va poser les pourquoi, les comment, etc. Moi, je sais que j'ai eu très tôt, de la part de mon fils, toutes les questions existentielles possibles sur l'origine des humains, pourquoi est-ce que les parents choisissent les prénoms des enfants et non pas les enfants eux-mêmes plus tard, qui a créé Dieu. Ça n'en finissait pas, c'était vraiment un flot de questionnements. De la part de ma fille, j'ai eu des questions du type pourquoi est-ce qu'on a un nombril, à quoi sert le nombril, ça a l'air de ne servir à rien sur le corps finalement, à part le fait d'avoir été une cicatrice. Donc ne soyez pas étonnés d'avoir des enfants qui vous posent des questions assez régulièrement. Moi je sais que voilà, toutes les questions de mes enfants m'ont souvent obligée à aller rechercher des réponses sur tel ou tel domaine, à approfondir aussi mes connaissances. Donc voilà, ça peut être vraiment bénéfique pour l'ensemble de la famille. Donc ça, c'est pour ce qui est de la troisième caractéristique de l'enfant au potentiel. Quatrième caractéristique, l'enfant au potentiel va avoir du mal avec l'ennui. Son pire ennemi, c'est vraiment l'ennui. Et chaque phase d'ennui va également l'entraîner vers une forme de dépression. Donc, il faut tout faire pour l'occuper avec de nouveaux défis, de nouveaux projets, etc., etc. Donc ça, c'est pour ce qui est de la quatrième caractéristique. Cinquième caractéristique, l'enfant surdoué va avoir tendance soit à s'isoler, soit à avoir très peu d'amis parce que il est sélectif, hein, avec un système de valeurs très prononcé. Il va être très loyal, très bienveillant, fidèle en fait en amitié. Et s'il n'a pas la même chose en face, eh bien, il va être intransigeant ou être déçu. Et parfois, pour se protéger de ces déceptions, l'enfant surdoué va avoir tendance à s'isoler naturellement ou à se lier d'amitié avec des personnes qui ne sont finalement pas de son âge. Donc, on a souvent des enfants au potentiel qui vont très bien s'entendre avec les adultes, avec les professeurs, avec l'enseignant, alors que à l'inverse, eh bien, il ne va pas avoir forcément un contact facile avec les camarades de son âge. Sixième caractéristique chez l'enfant surdoué, eh bien, c'est vraiment cet imaginaire très développé. Un imaginaire développé également dans lequel l'enfant surdoué va souvent se réfugier, soit parce qu'il s'ennuie, soit parce qu'il a vraiment besoin de s'extirper un peu du monde réel qui lui est trop insupportable. Septième caractéristique que l'on va retrouver chez l'enfant surdoué, c'est la pensée en arborescence. Je prends un exemple tout simple. Vous dites à un surdoué, par exemple, de vous parler des Misérables de Victor Hugo, de vous présenter uniquement l'œuvre de Victor Hugo. Eh bien, il peut être capable de vous parler de la naissance de Victor Hugo, puis des parents de Victor Hugo, puis de la grand-mère de Victor Hugo. Ça peut remonter très 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 loin et ça s'élargit toujours de plus en plus. On s'éloigne finalement du sujet. C'est vraiment aussi le piège qui guette souvent le haut potentiel avec cette pensée en arborescence où vraiment une idée va en impliquer des millions d'autres. Eh bien, il peut se perdre finalement et s'éloigner de l'objectif principal et des cadres définis, ce qui peut aussi être la cause d'échecs scolaires parce que voilà, il n'arrive pas forcément toujours à canaliser cette pensée en arborescence et à s'en tenir simplement aux consignes qui lui sont données. Donc,
une pensée en arborescence propre également à l'enfant surdoué. Voilà pour les 7 caractéristiques que j'ai relevées. Vous voyez que dans les critères que je viens de vous donner, ça doit déjà vous mettre la puce à l'oreille. Je tiens à préciser ici qu'il n'est pas strictement nécessaire de faire un test de QI pour savoir que votre enfant est surdoué. Plusieurs spécialistes ont un peu remis en cause ce système du test de QI parce que cela ne tient pas compte des conditions culturelles de chaque enfant surdoué. Un test de QI, ça va révéler un petit peu votre connaissance, votre maîtrise de la subtilité de la langue et votre culture générale, etc. etc. Si vous avez un enfant normal qui a grandi avec des parents très cultivés, qui l'ont toujours fait baigner dans le milieu littéraire, qui lui ont fait visiter les musées, cet enfant, si vous lui faites faire un test de QI, bien entendu, ses résultats seront au-delà de la normale. Alors que, à l'inverse, vous allez avoir un enfant surdoué qui a vécu dans un village africain, qui n'a jamais été scolarisé. Si vous lui faites faire un test de QI, il ne sera pas étonnant que cet enfant n'atteigne même pas les 130 de QI. Vous voyez, et pourtant, il n'en demeurera pas moins un surdoué, un zèbre. C'est en cela que plusieurs spécialistes prennent avec beaucoup de réserve le test de QI qui ne permet pas d'identifier exactement la surefficience d'un individu. En revanche, il faut savoir que la surefficience, c'est vraiment une façon d'être. Vous allez retrouver chez les personnes surefficientes un mode de fonctionnement qui va revenir, qui va faire écho, comme la pensée en arborescence, l'hypersensibilité, une très grande empathie. Ce sont des gens, la plupart du temps, très bienveillants. Ils ne sont pas retors, en fait. Voilà, donc ils ont des pensées souvent très, très pures et ont même du mal à concevoir que le mal existe dans le monde ou chez l'autre, ce qui les rend d'ailleurs vulnérables la plupart du temps. Ce qui permettra vraiment de savoir si vous ou votre enfant êtes au potentiel, c'est le bilan. Ce bilan peut se faire auprès d'un psychologue ou psychanalyste spécialisé dans la surefficience. Une fois qu'on a su par un test, par un bilan, que notre enfant est surefficient, qu'est-ce qu'on en fait? À quoi cela sert-il de savoir que mon enfant est au potentiel? Alors, une fois qu'on a su que son enfant est au potentiel, il s'agit maintenant de bien l'accompagner, de l'aider à s'intégrer, à s'adapter au monde qui l'entoure, de l'aider également à explorer cette surefficience, de l'aider à être épanoui, heureux avec cette particularité. Donc, la première chose à faire pour mieux accompagner son enfant au potentiel, c'est d'abord de lui dire la vérité. Il faut lui expliquer ce que cela veut dire d'être un haut potentiel. Il faut lui expliquer, par exemple, qu'être haut potentiel, c'est avoir la faculté de comprendre plus facilement certaines choses que d'autres personnes normales, normaux-pensantes, ne vont pas forcément comprendre. Il s'agit d'un atout. Être un haut potentiel, c'est un atout, même si sur d'autres aspects, ça peut desservir. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les bons mots, les mots justes, pour lui expliquer que le haut potentiel, c'est un potentiel un peu supérieur à la normale. La deuxième chose à faire, c'est d'expliquer à l'enfant au potentiel qu'il lui faut être tolérant. Il faut lui apprendre la tolérance, il faut lui apprendre à accepter les différences, à accepter les normaux pensants aussi et leur mode de fonctionnement, parce que tout le monde ne va pas fonctionner comme lui. Il faut que l'enfant au potentiel le comprenne pour mieux l'accepter également quand il va y avoir des points de vue divergents avec ses camarades ou bien des traitements différents avec ses enseignants ou les adultes autour de lui. Troisième point important pour accompagner l'enfant surefficient, c'est de prêter attention à ce que j'appellerais son baromètre émotionnel. Comme on l'a vu précédemment, l'un des critères essentiels chez le haut potentiel, c'est vraiment la gestion de ses émotions. Ne pas hésiter à lui demander, par exemple, s'il a passé une excellente journée, si tout s'est bien passé avec ses camarades, avec ses enseignants, etc. Le fait de s'enquérir de ce qu'il se passe dans la vie émotionnelle de l'enfant surdoué, ça permet aux parents de rééquilibrer les choses, de rétablir son équilibre émotionnel en lui faisant passer par exemple des moments de qualité en famille pour que, il ait toujours cette stabilité dont son efficacité dans les études, dans le travail va également dépendre derrière.
L'enfant au potentiel a vraiment besoin de cet équilibre, à la fois avec les parents à la maison, mais aussi avec ses camarades, avec ses professeurs, ses enseignants. Et c'est vraiment capital d'avoir une haute vigilance sur ce qu'il se passe chez l'enfant émotionnellement. Vous allez avoir par exemple des enfants au potentiel qui sont excellents au début de leurs études et qui, à la suite du divorce des parents, à la suite du deuil d'un parent proche, ils vont avoir un blocage subitement et leurs notes vont être en chute libre, ce qui va induire après un échec scolaire ou des situations difficilement réversibles. Autre point de vigilance pour mieux accompagner l'enfant zèbre, il faut lui lancer des défis. Il faut lui proposer de nouveaux projets. Ne pas hésiter à l'emmener visiter un musée, à lire des livres, à faire des voyages pour vraiment stimuler sa curiosité intellectuelle, pour vraiment lui permettre d'être nourri à chaque fois intellectuellement pour ne pas tomber dans l'ennui, puisque on sait que l'ennui est le pire ennemi du haut potentiel. Lorsqu'il s'ennuie, il peut entrer dans des phases de dépression. Autre point important dans l'accompagnement de l'enfant surdoué, il ne faut pas hésiter à lui apprendre à s'affirmer, lui dire qu'il existe des méchants dans la société, que tout le monde ne va pas forcément être aussi empathique que lui, que tout le monde n'est pas forcément aussi gentil que lui. Donc, il faut apprendre à l'enfant au potentiel à s'affirmer pour ne pas être victime ensuite de harcèlement, ce qui est souvent le cas de beaucoup d'enfants au potentiel, un peu comme le sera l'adulte surdoué plus tard avec le pervers narcissique. Donc c'est très important d'apprendre à l'enfant zèbre dès le bas âge à s'affirmer, à savoir dire non, à savoir voilà, choisir ses fréquentations. Un point très important qu'il faudra également surveiller chez l'enfant au potentiel, c'est qu'il faut vraiment l'aider à travailler sa confiance en soi. Il faut stimuler la confiance en soi de l'enfant au potentiel, ne pas hésiter à l'encourager, à le féliciter, à vraiment célébrer chacune de ses réussites. Moi, j'ai le souvenir que mes parents, pourtant ma mère ne savait pas forcément que j'étais au potentiel à l'époque, mais j'ai le souvenir que tout au long de mon enfance, ma mère a toujours célébré chacune de mes réussites scolaires. À chaque fois que je ramenais une bonne note ou que j'étais première de la classe, eh bien, elle me célébrait ces petites victoires, je dirais, avec une boisson qui a marqué toute mon enfance, qui est considérée comme mon champagne à l'époque. Eh bien, c'était le Vitamalt. Donc, à chaque réussite, à chaque bonne note, j'avais droit à ma bouteille de Vitamalt qui était le symbole de ces encouragements. Donc, ça, ce sont de petites choses que chaque parent peut faire. À vous de trouver voilà, le rituel qui vous est propre pour encourager, pour féliciter votre enfant. Ça peut être un cadeau, ça peut être une surprise, ça peut être vraiment, voilà, ça peut être également simplement des mots d'encouragement. Redire à votre enfant que vous lui faites confiance, qu'il a de grandes capacités, qu'il réussira, etc., etc. C'est important, c'est capital pour le haut potentiel d'être constamment valorisé. Il faut également savoir que dans cette même veine de l'encouragement, eh bien, l'enfant surdoué peut être très susceptible. Très susceptible parce que voilà, tout va dépendre de la façon dont on va le critiquer. Si vous êtes l'enseignant de l'enfant au potentiel, par exemple, il ne sera pas nécessaire de le rabaisser devant ses camarades en disant sa mauvaise note tout haut devant la classe ou en faisant des commentaires désobligeants voilà, pour lui remettre sa copie ou des choses comme ça. Tout va être dans l'art et la manière de lui apporter vraiment les axes d'amélioration, en l'encourageant, en valorisant ce qui a été bon dans son devoir par exemple, et en lui disant de mieux travailler tel ou tel aspect par la suite. Parce que des mots trop forts, des critiques trop fortes, eh bien ça peut complètement heurter la sensibilité du haut potentiel et le décourager par la même occasion. C'est très important également si vous êtes enseignant par exemple et que vous accompagnez des hauts potentiels ou tout simplement même pour les parents, des parents qui peuvent, lorsque le haut potentiel ramène une mauvaise note, être très dur en parole ou rabaisser l'enfant, etc. Il faut également stimuler la créativité de l'enfant au potentiel. Vous savez que l'enfant au potentiel, il est hypersensible. Il va avoir cette sensibilité à la fois à l'imaginaire et à ses sens, ce qui va en faire des êtres très sensibles à tout ce qui va relever du domaine de l'art. Il faut les encourager à développer leur créativité. Ça peut être dans la peinture, ça peut être la musique, ça peut être dans la danse. Donc, il est important
pour le haut potentiel d'être également stimulé d'un point de vue artistique, lui montrer la notion du beau artistique, du beau littéraire, enfin bref, ça peut toucher vraiment plusieurs domaines différents et c'est très important pour lui parce que, eh bien, ça va être également des moyens par lesquels il va retrouver une certaine forme d'équilibre émotionnel, de sérénité intérieure, donc ça n'est que bénéfique pour l'enfant surdoué. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver des réponses à vos questions et à avoir quelques pistes pour mieux accompagner votre enfant au potentiel ou vos élèves au potentiel. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous souhaitez que je revienne sur un aspect ou un autre de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec MV Group. Prenez soin de vous et ciao ciao.